effectivement, on traverse toutes les émotions au sein d'une famille, hein, de l'amour à la haine. Enfin, ça grandit parce qu'on peut aussi vraiment s'effriter. Alors, nous, on Voilà. était une équipe de filles, donc Si on demande aux enfants d'Hallyday, Johnny Hallyday, au niveau de l'héritage, par aujourd'hui, exemple, souvent, ça se voilà. déchire violemment. C'est ça, ça peut être aussi, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un moment où, quand on est petit, c'est un peu la colonie, Voilà. voilà, et puis arrive le moment où on grandit, où s'affirme. on s'affirme, et là, être nombreux, ça peut être un petit peu plus compliqué, hein, à un moment donné. Moi, je sais que, en tout cas, il y a une période où je l'ai moins bien vécu d'être issue d'une famille nombreuse, parce on grandissait dans un cadre où, effectivement, on se faisait toujours remarquer du fait d'être, oh, mais vous êtes Tribu. combien, mais voilà. Et je me disais, mais enfin, le regard extérieur nous disait, ça pose question, le nombre de... En parlant du combien regard de... extérieur, Voilà. Mara, je m'adresse en particulier à toi, frère. Quand tu entends en 2005, au lendemain des émeutes, tu étais déjà en âge de conscientiser, j'imagine, que parmi les explications sur la table qu'on a mises à la télévision pour dire que oui, la banlieue brûle, les banlieues brûlent, les banlieues brûlent, finalement a surgi l'idée de « Ah, c'est les familles nombreuses, c'est les enfants dont on ne s'occupe pas, qui sont dans la rue très tôt ». La fameuse Hélène Carrière-Dorcos, l'hystérienne, qui a mis ça sur la table et qui a été soutenue. Déjà, de un, est-ce que tu t'en souviens? De deux, comment tu l'as reçu? Je m'en souviens très Voilà. bien. Et je vais même remonter encore plus loin. À l'époque où Jacques Chirac disait le bruit et les l'odeur, odeurs. tu vois, moi je te dirais que nous, c'est le bon bruit et c'est la bonne odeur. Tu vois, on a grandi dans cette espèce de melting pot qui fait qu'à un moment donné, il peut y avoir énormément de bruit autour de toi, mais tu restes très concentré, très focus sur là où tu es et là où tu veux aller. Chez nous, si tu te divises de la famille, c'est comme si tu perdais ton âme. Oui, mais le rapport entre ce qui a été évoqué, la famille nombreuse, et en gros, et la délinquance. J'y viens. Ok. La délinquance, pour nos parents, ça n'existe pas. Ça ne devrait même pas exister. Et tu es châtié pour ça. Mais à un moment donné, le contexte dans lequel on a grandi, le contexte dans lequel on évolue, le contexte qui a fait qu'on arrive dans cette situation-là, fait que la criminalité entre dans nos foyers directement ou indirectement. Et d'une manière, on va dire, plus large, tu vois, nos parents, ils ont vu ça au pays, mais c'était moins violent, moins proche et moins palpable avec nous. Nous, c'est la drogue, c'est le vol, c'est la violence, c'est les escroqueries. Et ces choses-là, nos parents ne sont pas spécialement au courant. D'accord, donc ce n'est pas la conséquence d'un manque de responsabilité des parents. Quand on a 20 enfants, on peut être moins regardant que quand on en a 2. C'est clair que tu peux avoir des failles. Tu peux avoir des enfants qui, à un moment donné, vont passer entre les mailles du filet. Mais il y a toujours une éducation qui fait qu'on arrive à un moment donné à se poser des questions. Je vais être indiscret, tu m'excuses. Hein, vas-y, je t'en prie. Est-ce que tu as des frères qui sont passés par la case-prison? Cette indiscrétion, elle est normale. À un moment donné, je pense que sur les statistiques, si tu prends 10 familles africaines, confondues, hein, subsahariens, maghrébins ou autres, tu trouveras au moins un enfant qui est parti en détention, à tort ou à raison. Pour ma part, moi, j'ai fait de la prison, j'ai fait 29 mois, et au bout des 29 mois, j'ai été acquitté. Non, pas toi, parce qu'on connaît pour ceux qui ne connaissent pas ton histoire. Pour te dire. Mais dans ta famille. Dans ma famille, j'ai un de mes frères qui a déjà fait de la détention une semaine. Et lui-même, ça a été un accident de la vie. Mais il a été placé en détention. Une semaine, il est ressorti. Tu vois, ce qui n'a pas impacté spécialement sur sa vie, mais il a connu la prison. Tu vois. Et si je prends l'exemple de mes cousins, je te dirais 70% de mes cousins ont connu, c'était quoi, l'univers carcéral? 70%? 70%. Ah ouais. Et selon votre vision, est-ce que l'on peut s'imaginer, qu'est-ce qui serait le plus adapté? Est-ce que ce serait plutôt une démocratie dans chaque pays en Afrique, ou est-ce qu'on peut s'imaginer un État fédéral avec une démocratie, un État africain fédéral avec une démocratie? Tous les cas de figure sont possibles. Je pense que ça dépend surtout de la maturité politique du peuple. Lorsque vous avez des populations qui sont éduquées, si on éduque toute l'Afrique sur le modèle cubain, je pense qu'on n'a pas de souci à se faire parce qu'on aura des gens qui seront politiquement et idéologiquement formés. Mais si vous ne formez pas les gens à la défense de leurs intérêts, à la lecture de leurs intérêts, ils ne sauront pas quoi voter. Et l'intérêt du panafricanisme, précisément, c'est de donner des codes. C'est de faire en sorte que lorsque vous êtes dans telle ou telle situation, je ne sais pas, vous êtes une maman, vous avez un enfant handicapé, etc., eh bien le panafricanisme vous apporte la réponse et vous savez ce que vous devez voter. De la même manière que quand vous êtes un ouvrier, etc., vous savez qui vous devez voter parce qu'il y a une idéologie
qui, par rapport à la situation dans laquelle vous êtes, vous dit automatiquement, si vous êtes dans telle case, vous votez tel truc, vous êtes dans telle case, vous votez tel truc, etc. Donc l'enjeu de la démocratie, derrière ce débat-là, c'est la question des partis politiques et c'est la question du débat politique. Et donc la question de l'État fédéral, elle est liée fondamentalement à quelle est l'idéologie qui sera derrière cet État fédéral. Si c'est une idéologie capitaliste, à mon sens, nous allons nous faire, comme on dit, entuber. Ah bon, intéressant. Mais si on est sur une logique, je dirais, beaucoup plus populaire, beaucoup plus fondée sur les bases endogènes de nos populations, cela peut être différent. Alors pourquoi, parce que ce mot, de la bouche d'un historien, ce n'est pas anodin, le mot entubé, en quoi le capitalisme, presque par essence, si on vous écoute, serait un entubage de la démocratie. Oui. Parce que les élections sont une rente économique, les élections sont financées. Et donc c'est le financement des élections qui est ici posé. Et donc à partir du moment où l'idéologie capitaliste régule le système électoral, ce sont les puissances financières qui décident de qui sera élu. D'accord. Donc comme disait, je crois que c'est Roosevelt à l'égard de tel président, le président n'est pas elected, il est selected. Il est selected, effectivement, puisqu'il y a des cautions, on demande 25 millions de francs CFA, telle ou telle somme, tant de signatures, etc. Donc il y a des cautions, il y a des garde-fous pour que, effectivement, tout un chacun ne puisse se présenter. Donc on reste sur des démocraties qui sont quelque part censitaires, élitistes, oligarchiques. Mais là où c'est beaucoup plus intéressant, c'est qu'il y a d'autres niveaux de démocratie et d'élection, notamment à des niveaux municipaux, à des niveaux locaux, où là on est réellement dans de la vraie démocratie directe. On était 8 à l'époque, donc... Et tu es le seul à avoir voulu... Non, je ne suis pas le seul qui a voulu venger mon frère. On était souvent, même avec mes frères, on a beaucoup parlé de cette envie de se venger. On voulait venger la mort de notre frère. Et je n'étais pas le seul, mais on va dire, j'ai agi le premier 3 ans après. C'est-à-dire pendant 3 ans, on se questionne. 3 ans après 3 ans après, ça a mis du temps. Le soir même, on voulait le venger, mais quand après, on a les paroles aussi de nos parents, parce que nos parents nous dissuadent de vouloir se venger. Moi, mon père et ma mère nous disaient aussi, on a perdu un fils, on n'a pas envie de perdre d'autres enfants, de soit vous voir enfermés, donc abandonner la vengeance. Dans tous les cas, même s'ils vous les tuez tous, Sada, il ne reviendra pas. Sada, c'est le prénom de mon petit frère. Donc, on a ces paroles-là aussi qui essayent de freiner cette envie de se venger, mais toute la souffrance, la tristesse, la culpabilité, jusqu'à un moment donné, on étouffe à l'intérieur. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Quand je vais agir, je vais me sentir mieux. Ma famille va se sentir mieux, parce que si je réussis à tuer une personne de l'autre côté, leur mère aussi va pleurer, eux aussi vont souffrir, ils auront notre douleur. Jusqu'au moment où je me suis procuré une arme. Et je me suis dit, bon, les personnes, ils sont incarcérées. Si je tue leur frère, un des frères dehors, eux enfermés aussi, ils vont le sentir, la douleur. Je suis passé à l'acte, j'ai tiré sur les frères à plusieurs reprises. Et directement, je me suis fait interpeller. Je suis passé par la case prison aussi. Nos parents, ils viennent d'un endroit où tu construis la maison avec de la terre. Tu vois, l'école, c'est très secondaire. C'est le moyen de subsister. Tu vois, et une fois qu'ils arrivent en France, c'est pas pour être avocat, c'est pas pour être entrepreneur, enfin, ou d'une manière ou d'une autre, c'est pas spécialement pour avoir ce gros bagage intellectuel qui va leur permettre de franchir des steps dans la société. Nos parents, ils sont venus avec un objectif: vivre, survivre, sortir la tête de l'eau. Et à partir du moment où nous on grandit avec cette idée-là, tu vois, même travailler à la mairie, avoir un CDI, toucher 2000 €, c'est le top du top. C'est très, très important de le préciser. Maintenant, quelque part, ça fait écho à ce qu'on entend parfois. Quand tu sais que tu es dans une économie de survie et que tu n'as qu'une baguette, et qu'une baguette peut nourrir quelques personnes, à un moment donné, tu peux te limiter dans le nombre d'enfants. Parce que souvent, il y a ce reproche-là. Mais pourquoi ils font autant d'enfants? Si c'est la misère, pourquoi autant d'enfants? Alors, est-ce que c'est pour la CAF? Parce que finalement, la France, par exemple, caisse à billets, ou alors pour des raisons religieuses ou autres? Nos parents, ils ne connaissent pas la CAF. Ils ont appris à connaître la CAF au fur et à mesure qu'ils ont évolué en France. Pourquoi ils font autant d'enfants? C'est synonyme de richesse chez nous. Avoir une famille nombreuse, c'est avoir la vie autour de soi. Et à partir du moment où tu as la vie autour de soi, tu construis des choses. Peut-être que tu peux avoir 18 enfants, tu en as 17 qui vont faire tout et n'importe quoi. Le 18e, il va faire en sorte que toute la famille soit respectable à tous les niveaux. Donc c'est de la loterie? C'est pas de la loterie. Je te donne un exemple. La manière dont tu le dis, ça te semble de la loterie. Je t'ai donné un exemple. Oui. Je t'ai donné un exemple parmi tant d'autres. Dans notre religion à nous, Allah dit
plus on est, mieux on rit. Je te le dis plus simple. Hein. Ok. Faites des enfants. Faites des enfants, pourquoi? Parce qu'avoir des enfants, c'est la vie. La société aujourd'hui nous montre, ou du moins, pendant un moment donné, nous a montré qu'avoir une famille nombreuse, c'était pas ce qu'il fallait avoir. Et aujourd'hui, quand tu regardes les nouvelles émissions, famille XXL, etc., avoir une famille nombreuse, c'est hype. Avoir une famille nombreuse, c'est style. Avoir une famille nombreuse, c'est beau. Et dans ces harmonieux. émissions, tu as vu des familles afro? Bah, j'en vois très peu. Je vois beaucoup de blancs. Quelques afros, quelques maghrébins. Comment, si tu as vu cette émission, comment vous le vivez? En effet, Comment vous le vivez ne pas avoir de famille afro, alors que dans l'imaginaire collectif, aujourd'hui en France, la famille nombreuse, principalement, on pense d'abord aux familles afro. Comment vous recevez ce message? Bah, c'est vrai que pour moi, je me suis aussi posé la question, mais je pense que là, on arrive à la représentativité, c'est-à-dire qu'on est dans un contexte européen au niveau de ce qu'on nous propose à la télé, et qu'encore une fois, les familles nombreuses n'en font pas exception, c'est qu'on n'est pas les références. Oui. Donc voilà, pour nous, c'est perçu. Une affaire de référence. Voilà. J'ai mon mentor qui me dit toujours, quand vous étudiez en Europe, on vous forme pour pouvoir piller l'Afrique de demain. Quand j'étais petit, j'avais du mal à y croire. Sauf qu'aujourd'hui, c'est la réalité. Et excuse-moi, mais juste une petite seconde. Qu'entends-tu par paradigme exactement? C'est la réalité, en fait. Par exemple, moi, je parle lingala. Quand je rentre dans mon pays, j'évite de parler français. Parce que j'aurais ce jugement défavorable il est de la diaspora. Mais quand je parle avec lui, il y a certaines choses qu'il ne pourra pas faire avec moi, qu'il peut faire avec celui qui parle que le français. C'est parce que je comprends sa réalité. Comme on dit souvent, il faut aller dans la colline des émotions de l'autre pour comprendre ce qu'il vit. Si tu pars mettre en place un projet en Afrique, en pensant que si ça fonctionne en Europe, ça a fonctionné là-bas, c'est pas la même chose. C'est pour ça que je dis qu'il faut essayer d'aller en Afrique pour observer, regarder, analyser, mais pas avoir de jugement de valeur en croyant qu'on est supérieur à eux. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et quand je passe à l'acte, et comme je le dis toujours, hein, le matin, je porte ma fille, le soir, je portais un flingue. C'est con de dire ça, mais c'est une réalité. Et même quand je leur tire dessus, je pense même pas à ma fille, je pense ni à mes parents, je pense qu'à ma vengeance en fait. Ni cagoulé, ni gant. Ni cagoulé, à visage découvert. Et l'émotion Donc, qui te dominait, c'était l'énervement, la tristesse? C'était ce cocktail de énervement, tristesse, colère, rancune. Et de la frustration aussi, j'imagine. Culpabilité, qui a fait un cocktail et je me suis dit, je vais agir. Et même quand j'agis d'un sang-froid, même avec le recul aujourd'hui, même quand je l'écris dans mon livre, je me dis, j'avais un sang-froid, j'ai l'impression, limite, j'étais à l'armée, j'ai tiré toute ma vie. Alors que non, c'était la première fois que j'utilisais une arme. Et quand on me place en garde à vue, c'est quand on ferme ma cellule, j'ai l'impression qu'on réactive mon cerveau. Et là, je me remets à penser. Je pense à ma fille à peine qui a 8 mois. Quand on ferme la cellule, on réactive ton cerveau. On réactive mon cerveau. Et est-ce qu'au moment où tu tires sur ces gars pour venger ton frère, est-ce qu'il y a un sentiment de fierté ou pas? Même pas, c'est un sentiment... du devoir accompli. D'un devoir et de me dire une libération, en fait. C'est comme quelqu'un qui, pendant des années, accumule des choses et du jour au lendemain, t'entends quelqu'un crier dans la rue. Moi, j'ai pas crié, j'ai tiré sur des personnes, on a entendu des coups de feu. Pour moi, à travers ces coups de feu, c'est comme si c'était pas une libération, mais un cri de j'étouffe, en fait, j'en ai marre. Parce que je suis vraiment la personne qu'on s'y attendait pas dans ma famille. J'ai d'autres frères qui voilà, ont déjà été incarcérés ou autres. Et moi, on s'y attendait pas parce que j'ai commencé à construire une vie de famille. Et on s'est dit, Adama, c'est impossible. Moi, ça a été un choc. Et quand, voilà, à un moment donné, j'ai commis quelque chose de grave, je pars en détention. Et même quand j'arrive en détention, quand je parle de l'univers carcéral, souvent aux jeunes, c'est pas ce qu'on voit sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et vous ne vous dites pas, parce que moi j'ai posé un œil, un regard sur ces familles-là. Et d'ailleurs, on sait tous que les familles, par exemple, dans les milieux catholiques, on encourage les familles nombreuses, dans les milieux juifs orthodoxes, n'en parlons même pas. Est-ce que, quelque part, quand on monte ces familles-là, parce que souvent ce qu'on retient, c'est le sens de l'organisation, le sens des responsabilités. Donc, est-ce que ce n'est pas une manière de dire que, voilà, famille nombreuse, oui, ma condition, je ne vais pas dire d'être blanc, mais à condition d'en avoir la possibilité mentale. Et que le fait de ne pas montrer de famille nombreuse afro, c'est une manière de dire, ils ont trop d'enfants, ils ne savent pas les gérer. Vas-y, après toi. C'est vrai que la question reste ouverte, hein. En tout cas, moi, je l'entends. Et puis, personnellement, je me suis posé cette question de pourquoi cette représentativité et pourquoi, encore une fois, là-dessus, ça aurait été l'occasion de filmer des familles afro et voir comment elles s'organisent. Mais je pense que la question est tout autre. En revanche, ce qui est certain, c'est que nous sommes
aussi bien organisé parce que ça fait partie de notre ADN de vivre en famille et de vivre en groupe et d'être nombreux. Quand ce n'est pas la famille, voilà, je dirais le père et la mère et les enfants, on a toujours cette fratrie de manière élargie où on a les cousins, etc. Donc, la question organisationnelle, je pense que si on s'arrête à pourquoi on n'est pas filmé, je pense que c'est pour les mêmes raisons qu'on ne voit pas tellement de présentateurs noirs, etc. Enfin, pour ma part, je pense que c'est quand on en propose une, il faut qu'elle soit mixte. Comme l'a dit le professeur, il faut vraiment insister sur l'éducation. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, je travaille par exemple au Congo sur les jeunes Congolais de moins de 16 ans. Parce que j'essaie d'investir sur cette jeunesse et peut-être avoir des résultats sur 30-40 ans. Et très souvent, il y a des jeunes qui me disent « Oui, mais pourquoi tu fais ça ?» Je leur dis « Si nous, on ne fait pas notre travail de transmission, ces jeunes-là vont reposer les mêmes questions que moi, aujourd'hui, je pose à mes aïeux. » C'est pour ça qu'il faut vraiment investir dans cette jeunesse éduquée. Et comme je le dis souvent ces derniers temps, une jeunesse consciente, c'est des politiciens qui grattent la tête. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, si on prend l'Afrique de l'Ouest, ils sont plus éduqués sur les questions politiques. On prend l'exemple du Mali. Très souvent, ils étaient raillés en France ou même en Afrique. Aujourd'hui, c'est eux qui nous donnent des leçons. Moi, je prends l'exemple des Congolais. Nous, très souvent, on les appelle des Ndingari. C'est péjoratif. Aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qu'on trouvait un peu en difficulté. Mais c'est aujourd'hui qu'on prend en modèle pour se dire c'est possible de le faire. Mais le cas de l'Afrique centrale, par exemple, on a très peu de populations jeunes conscientes sur les questions politiques. Parce que je prends l'exemple du Congo. Il y a beaucoup de détournements de millions de dollars qui disparaissent. Mais la population n'ose pas interroger l'homme politique parce que ces questions-là sont des questions sur lesquelles ils ont trop de tabous. Enfin, il y a beaucoup d'enfants ou de jeunes personnes qui manquent d'un accompagnement ou d'une présence paternelle plus que maternelle ou parentale. Malheureusement, c'est souvent paternel. Paternel. Et quand j'ai commencé à enseigner, j'ai vu en 5 ans le nombre de foyers éclatés, d'enfants de familles divorcées. Et forcément, ça a une influence sur le comportement en classe, sur leur joie de vivre, on le voit, malheureusement. Et parfois, on se sent démuni. On peut donner des conseils et autres, mais vous ne remplacerez jamais un père à la maison. Et le rapport à la violence, est-ce que vous le rattachez à l'absence de tendresse? On a effectué une émission à ce sujet, même si c'était dans un cadre plutôt de couple, mais cette fois-ci plus largement dans le cadre familial. L'absence de démonstration d'amour, l'absence de tendresse qui génère une forme de carence affective. Et si on ajoute à ça une forme de brutalisme qui parfois se déverse dans nos familles, au nom de l'autorité, au nom de « il faut marcher droit », est-ce que vous voyez un lien justement entre la brutalité qu'on peut subir à la maison et qui est héritée, comme on le sait, la colonisation, le brutalisme, c'est une thèse qui a été déjà bien implantée, et le fait que dans la rue, finalement, on reproduise à notre échelle ce rapport-là à l'autre fondé essentiellement sur le rapport de force et sur la brutalité? Pour moi, il y a tous les facteurs qui entrent en jeu. On ne peut pas généraliser ou dire que c'est à cause d'un facteur ou l'autre. Moi, j'en ai un exemple tout simple. Moi, quand j'étais plus jeune, mon école maternelle est dans mon quartier, école primaire est dans mon quartier, centre social dans mon quartier, service jeunesse dans mon quartier, boulangerie dans mon quartier, intermarché dans mon quartier. Je ne quitte pas mon quartier. Moi, la première fois, en tant que gargeois, je vois d'autres mecs de Garges, c'est quand j'arrive au collège. Donc, quand j'arrive au collège, je découvre qu'il y a d'autres personnes qui habitent à Garges. Tu vois ce que je veux dire? Donc, forcément, moi, j'ai grandi de mes 3 à mes presque 10 ans que dans mon secteur, dans mon quartier. Forcément, quand j'arrive au collège, je vois d'autres jeunes, d'autres quartiers, et automatiquement, on a cette appartenance dans notre quartier. On se dit, moi, je viens de Lamartine, j'en ai un exemple de mon quartier, je représente Lamartine, même si je ne le veux pas. C'est comme aujourd'hui, quand je dis, malheureusement, quand un mec de cité, un mec de quartier passe à la télé, il ne représente pas que lui, il représente tous les quartiers de France. Parce que s'il fait n'importe quoi, on va généraliser. Donc, quand on arrive à ce moment-là au collège, il y a cette première problématique. Et malheureusement, il y a des familles, il y a beaucoup de choses qui se passent mal à la maison. Et on retrouve du réconfort dans le quartier. Ça veut dire quand on est dehors, on a la famille de dehors. C'est pour ça que je dis toujours, on a 2 familles. La famille à la maison et la famille à l'extérieur. Et même souvent, on en parle avec des personnes et on se dit,
même si à la maison, t'es personne, souvent, tu essaies d'être quelqu'un dehors. Et déjà, ces deux facteurs, ça crée un cocktail déjà énergétique et explosif. Et sans compter aussi la misère, hein, concrètement parlant, la misère sociale aussi, tu rentres dedans, le manque d'occupation aussi, et qui fait qu'à un moment donné, on arrive dans des climats où c'est très compliqué. Et quand on arrive sur le sujet des RICS, quand les jeunes ils se mettent à se battre aujourd'hui, c'est une occupation. On tue l'ennui, c'est une occupation. Moi-même, plus jeune, je me battais. Hein. Et parce qu'on n'avait rien, en fait. On galérait. Donc, pour tuer l'ennui, on allait se battre. Et limite, quand souvent j'en parle, je dis, mais même, je créais des schémas. Limite, j'étais un chef de guerre, on créait des schémas, comment descendre là-bas. C'est-à-dire, notre énergie, on la met dans quelque chose de négatif, mais on ne pense pas à tuer. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles générations, c'est que nous, avant, on se battait avec les poings, on prenait une gazeuse, grand max, un mec qui était chaud, il avait un gomme-cogne. Aujourd'hui, ils ont tous des couteaux. Aujourd'hui, ils piquent. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus de jeunes. Voilà, les armes à feu. Et on voit de plus en plus de jeunes décédés tôt. Aujourd'hui, c'est malheureux de dire ça, mais quand je vois des jeunes, ils décèdent à 17, 18 ans, je dis, ils sont vieux. C'est cruel et triste de dire ça. L'américanisation de la France. Parce qu'aujourd'hui, la plupart, c'est 13 ans. Après, il y a aussi autre chose que je voulais rajouter. Les parents aussi. C'est là que je voulais en venir. Les parents passent peu de temps avec leurs enfants. Et puis, n'ayant pas peur des mots, la culture africaine, ça tend à changer avec la nouvelle génération, mais il y a très peu de dialogue. Est-ce qu'on peut parler de négligence aussi? Je vous donne un exemple simple. Moi, par exemple, qui ai aussi grandi dans les quartiers, oui. À 20h, jusqu'à mes 15 ans, à 20h, j'avais plus le droit d'être dehors. C'est vrai. Alors que tous mes amis, tous mes autres amis, eux, à partir du moment où ils pouvaient marcher, ils restaient dehors jusqu'à pas d'heure. Pas de couvre-feu. Je peux pas vous mentir, quand j'étais petit, je voyais mes potes dehors jouer par la fenêtre. T'as le seum. Vous n'avez pas idée. Moi, aujourd'hui, je remercie mes parents. Ils ont été là quand même pour moi, pour me serrer. Ils m'ont toujours accompagné au sport. Enfin, la négligence des parents, quelque part, c'est pour ça que je répète souvent que être parent, c'est le métier d'une vie. Et peut-être que dans notre culture, globalement, parce que je ne fais pas d'une généralité ce que j'ai vécu moi, mais il y a une négligence à ce niveau-là, peut-être. Mais disons que moi, je partage ton point de vue, à ceci près que le mot négligence peut interpeller dans la mesure où, par exemple, au Cameroun, tu peux voir des enfants jeunes, parfois tard le soir, sans la présence des parents, étant donné que l'enfant appartient à toute la collectivité. Et pour autant, ils ne vont pas se battre, ils ne vont pas aller braquer. Donc, c'est peut-être pas une question de négligence, mais plutôt un rapport différent à Paris, à l'éducation. C'est-à-dire que les parents, je ne pense pas que les parents, quand ils sont à la maison, ils rêvent que leurs enfants aillent se battre, s'entretuer. Puis des fois, il y a la charge de travail aussi. Des fois, les petits parents qui travaillent, les deux travaillent, ils ont des horaires pas possibles, ils se passent peu de temps à la maison, et donc il y a beaucoup de jeunes qui en profitent. Moi, j'avais des amis, leur mère était tout le temps à la maison. Et je peux t'assurer qu'il n'y avait pas de couvre-feu quand même. Honnêtement, souvent, les parents, ils voient l'extérieur comme un grand terrain de foot pour les enfants, comme un grand terrain de basket. Il est dehors, il est avec ses amis, il va s'amuser. D'autant plus que, on le sait, on l'a vécu, on a plus ou moins été à différents degrés. La Kaira que l'on est dehors, ce costume, on l'endosse à la porte de chez nous, mais pas à la maison. À la maison, on est le petit-fils gentil. C'est dès qu'on sort, tête de visage. Voilà, dès qu'on sort, casquette, on fronce les sourcils, on casse la démarche. Donc, ce qui veut dire que le spartiate ou le pitbull sur pattes que l'on a à l'extérieur, les parents n'ont pas toujours cette image-là. Je suis d'accord, mais il y a un terme quand même qu'il a dit, c'est qu'on tue l'ennui. Et quelque part, quand je dis qu'être parent, c'est un métier avant tout, c'est qu'il est important de réaliser lorsqu'on est parent que l'on doit aussi occuper nos enfants. Par rapport au contexte actuel qui est différent de celui dans lequel nos parents nous ont élevés, est-ce que justement le fait d'avoir une famille nombreuse est quelque chose qui vous attrait? Quel est le plus beau métier au monde? Depuis, je suis en âge de comprendre les choses, j'entends ceci, j'entends cela. Le plus beau métier, c'est d'être papa ou d'être maman. Voilà, nous, nos parents, c'est ça. Tu vois, à un moment donné... Est-ce que tu distingues, pardon, juste pour que tu prolonges, parce que papa, c'est un mot, maman, c'est un mot. Est-ce que certains diront, mais... Tu peux être juste géniteur, oui, mais tu peux être juste poule pondeuse. C'est quoi pour toi être papa et maman? Quand je te dis la paternité et la maternité, c'est vraiment l'éducation. Ah, voilà, donc l'éducation, transmission, spirituelle, sociale, culturelle. D'ailleurs, à parlant de ça, vos parents se rendaient aux réunions parents-professeurs? Oui. Oui. Complètement.
Et c'est pas pour autant que... Non, mais parce que souvent, c'est aussi... Oui, bien sûr. Des fois, il y a un constate manque, que c'est un désert total. Ok. J'ai toujours voulu avoir beaucoup d'enfants. Mais à un moment donné, la conjoncture fait que. D'accord. La conjoncture, j'aime bien. La conjoncture fait que. Tu vois, donc je ne peux pas me permettre de faire des enfants si je ne suis pas en capacité de pouvoir les tenir. Mon père, il avait cette capacité de faire beaucoup d'enfants et de tous nous assumer avec un seul salaire. Je ne sais pas comment il a fait. Mais c'est là où tu rentres dans quelque chose de transcendant. C'est là où tu rentres dans quelque chose que nous-mêmes, on ne maîtrise pas. Après, il y a forcément il y a une diversité émotionnelle. Et... Il y a des écoles de mathématiques, les écoles de philosophie, les écoles d'économie, mais où est l'école pour apprendre à être parent? Il n'y a pas d'école, pour moi, apprendre à être parent. Et c'est pas que les parents qui font l'éducation. C'est vrai. Les parents, ils font leur éducation, mais on passe plus de temps à l'école, dehors, que chez nos parents. Souvent, limite, pour certains jeunes, même quand tu rentres à 20h, jusqu'à le lendemain, c'est comme si tu es en couvre-feu. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire de 20h jusqu'à le lendemain, tu passes combien de temps avec tes parents? Tu comptes, après, il faut aller dormir, le lendemain, il faut se réveiller pour aller à l'école. Après, il y a comment ça s'appelle? Il y a les week-ends, etc. Tu peux profiter. Il y a faire les devoirs. Moi, mes parents faisaient mes devoirs, le repas du soir. Ouais. C'est un moment où il faut rentrer à la famille. Et c'est des moments que mes amis n'avaient pas tous les jours. Moi, je l'avais tous les jours. Mais c'est comme la vie de couple, hein, tu me diras. Ouais. Comme la vie de couple. On passe plus de temps au travail qu'avec sa promise. Mais maintenant, c'est rentabiliser les moments où... Après, en parlant d'activité, moi, on peut faire un constat qui est très amer et très dur. Aujourd'hui, combien coûte une licence de foot? État fort, état faible. Il y a vraiment des niveaux différents. Moi, je suis favorable à un impérialisme africain, c'est-à-dire que je pense que les États forts en Afrique doivent entraîner les autres derrière eux et les contraindre. Un impérialisme africain. Oui. Je pense que la notion politique la plus adaptée à l'Afrique est une notion impériale, avec une dimension parlementaire, et que cette notion impériale nécessite, comme l'ont fait récemment d'ailleurs l'Algérie, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie et le Nigeria, que les puissances africaines se mettent ensemble et qu'elles prennent leurs responsabilités. Parce que l'État fort que nous devons avoir doit être un État fédéral. Et les États fédérés doivent suivre justement cette dynamique fédérale. Maintenant, on peut voir les choses sous l'autre angle, dans le sens où, effectivement, pour avoir une réunion d'État fort est toujours plus intéressante qu'une réunion d'État faible. Donc lorsque 4 États forts se mettent ensemble, c'est toujours plus intéressant que lorsque 40 États faibles se mettent ensemble. Donc je suis vraiment plutôt dans cette approche sur le plan étatique. Après, la question des peuples, des nations, c'est encore autre chose. Je pense également que l'État doit être... pas tout à fait. Ensuite, je pense que la question de la force de l'État doit être aussi sur le volet économique. C'est-à-dire que autant sur la démocratie, je suis réticent au capitalisme, autant, effectivement, je pense qu'il faut un capitalisme d'État, que nous avons besoin de multinationales africaines qui soient soutenues par les États et qui fassent obstacle et blocage aux multinationales étrangères pour assurer précisément la transformation de nos ressources sur notre territoire, pour préserver notre marché intérieur et pour assurer notre consommation interne à partir de nos priorités. Et ça n'est possible que par des États forts, effectivement, des États protectionnistes qui investissent dans la recherche, qui investissent dans l'étude de leur population, dans leur sociologie, etc. Quand tu multiplies, quelque part, tu sacrifies, quand tu es une mère, tu sacrifies ta vie. Donc après, tu peux te concentrer dans ta vie de mère, mais vous, de ce que vous avez perçu, est-ce que vos mères ont été heureuses en tant que mère? Ou alors, est-ce que parfois, vous avez pu percevoir en elles, en regardant la télévision, en regardant une chef d'État ou une femme boss lady, est-ce que vous avez cru ou entendu dire, enfin vous avez perçu quand même une forme, pas de regret, ce serait violent de dire ça, mais presque? Alors, en effet, moi je pense que oui, maman elle a eu à nous le dire, hein, qu'elle aurait eu une autre carrière certainement si elle n'avait pas eu tous ses enfants, mais je pense qu'elle a quand même réussi à se réaliser en tant que femme au travers de cette vie familiale, parce que une fois qu'on avait grandi, on a pu aussi l'épauler, et elle n'a pas été en reste sur son accomplissement personnel. Mais c'est vrai que ce qui est certain, c'est que voilà, on est dans des contextes où soit on est en Afrique, on part de l'Afrique, on arrive en Europe, et des époques différentes, avec un bagage qu'on a soit qui soit conséquent ou pas quand on arrive sur le terrain, en tout cas européen.
Et c'est vrai que, bon, bah voilà, il a certainement fallu faire certains sacrifices, mais je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, Elle ne regrette pas. si elle regrette, c'est pas de l'ordre du fait de regretter d'être mère et de partager cette vie de famille, en tout cas avec tous ses enfants. Parce que c'est vrai que moi, personnellement, c'est vrai que quand on dit 7 ou 6, c'est un chiffre, mais en fait, ce sont des personnes derrière ces chiffres. Et quand on se regarde, quand on voit ses frères et sœurs, on ne dit pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quoi. Enfin, voilà, on a des personnes autour de nous. Nos parents ne s'inscrivent pas sur tout ce que Non, ta mère. Là, pardon, ta maman. Nos parents, j'ai 2 mères. Pour ça, j'ai dit nos parents. D'accord. Ou nos mamans, alors. Ok. Ils ne s'inscrivent pas du tout dans le schéma qui nous est proposé. Tu vois. Nos parents, mes 2 mères, elles ont un paradigme qui est complètement différent de ce qu'il y a à l'extérieur. C'est-à-dire, nous, on part du principe que tu nais, tu grandis, tu te maries, tu fais tes enfants, tu fondes une famille et tu fais en sorte que cette famille-là ait des bases. Et après, l'univers dans lequel la famille elle évolue, elle évoluera. Mais nos parents, ils nous ont jamais fait ressentir ou même dit qu'ils avaient des regrets par rapport à ce que leur vie aurait pu être sans le fait d'avoir eu beaucoup d'enfants. Qu'est-ce qui, toi, fait basculer de la culture de la violence à la culture des mots? Moi, je pense qu'à un moment donné, qu'on le veuille ou non, les grands, ils ont une part de responsabilité dans ce qui se passe. Que tu le veuilles ou non, parce que quand tu es petit, tu as tes parents et juste après, tu as les grands. Clairement. Donc, les grands sont un modèle, que tu le veuilles ou non. C'est le baptême. Ça c'est comme ça, parce que quand tu es petit, tu es fasciné par les grands. Vu que souvent, comme tu dis, il y en a, ils sont en manque de père, ils cherchent un repère dehors, et leur repère, c'est les grands. Le grand, il fait de la moto. Quand je veux grandir, je fais de la moto. Le grand, il a une grosse voiture. Quand je veux grandir, je vais avoir une grosse voiture. Donc forcément, qu'ils le veuillent ou non, parce qu'il y a des grands qui sont responsables aussi, qui vont dire, ouais, on va quand même vouloir parler aux petits. Il y en a, ils vont dire, ouais, moi, je m'en fous concrètement. Ils font ce qu'ils veulent. Moi, ça ne me regarde pas. Et moi, comment on peut dire que je bascule de cette... Et puis, il y a ceux, pardon, hein, et qui mettent de l'huile sur le feu. Nous, à notre époque, le quartier, personne ne rentrait. Et je dirais même pire, il y a ceux qui forment. Parce que moi, quand j'étais petit, mes potes dans la rue, c'était celui... Déjà, ils nous tapaient. Et quelque part, on avait une certaine fierté quand on se faisait taper. Celui qui se faisait le plus taper, on savait que c'était celui qui serait le plus couvert. Le résistant. Ouais. Donc, on est formé par les grands frères en même temps. Donc toi, quel était ton point de basculement de la culture de la violence aussi, la culture de la violence à la culture des mots? Moi, la culture de la violence, on va dire, même quand j'étais incarcéré, moi, ce qui me fait basculer, c'est ma dernière conversation que j'ai au téléphone avec mon père quand j'étais incarcéré. Parce que moi, j'ai perdu mon père, j'étais en prison. Et en fait, ces derniers mots qu'il me disait, c'est qu'en gros, je sais que t'es pas un mauvais fils, t'as voulu venger ton frère, je t'avais dit que ça servait à rien, aujourd'hui, ça sert à rien. Donc, quand tu sors, fais les choses bien. Donc, et après cette conversation-là, 5 jours après, il décède. La violence des uns n'est pas la violence des autres. C'est-à-dire, moi, si je vois une âme devant moi, je ne tremble pas. Je ne tremble pas. Je vois quelqu'un qui se fait tirer dessus, je ne sautirai pas. Pourquoi? Parce que dans mon univers, les armes, les fusillades, c'est quelque chose que j'ai vu. C'est un contexte violent dans lequel j'ai grandi. Je vois une bagarre. Je ne sais pas si on parle vraiment de la même chose. Non, j'arrive, je veux te dire. Je vois une bagarre, je ne serai pas surpris. Sur la deuxième chose, nos parents, ils sont écolos bien avant l'heure. Tout à l'heure, je te disais, ils construisent des maisons avec de la terre. Tu vois. Et c'est le coderme. Mon frère, je ne suis pas sûr, honnêtement, que tu m'aies bien compris. Là, je te parle d'un enjeu mondial. Je te parle aussi de la bombe atomique. Oui. Pas juste fusillade dans un hall en T-Max. Je te dis. Non, parce demain, que tu parlais de violence. Non, là, je parlais vraiment à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale, l'avenir. L'équation est sur la table, elle est laquelle? Tu vas me comprendre. Effet de serre. La planète est en danger, la maison brûle, très bien. Les machines, on ne peut pas mettre pression sur la Chine, parce que de toute façon, eux aussi, ils ont leur armée, ils ont leur biscotto. On ne peut pas mettre pression sur les pays arabes aussi, c'est compliqué, ils ont un peu la bombe. Bon, il reste qui comme cible, comme fusible? Il reste l'Afrique. Bon, et en prime, on peut rallier les autres contre eux, étant donné qu'ils ne veulent pas entendre que la question démographique participe de l'urgence climatique. Qu'est-ce qu'on fait? Comme ils l'ont fait à Berlin en 1984, ils ne nous demanderont pas notre avis, ils ne diront pas de venir frapper à ta porte. Bon, Mara, selon ton paradigme, qu'est-ce que tu en penses? Et ils diront, bon, de toute évidence, de toute façon, ces nègres, ils ne peuvent pas comprendre. On a beau leur expliquer, on a envoyé Macron, on a envoyé Sarkozy, ils ne veulent toujours pas comprendre. Ils bombent le torse, version panafricanisme, au lieu d'être rationnels.
bon, bah, il serait peut-être temps de s'en débarrasser. Mais C'est ça qu'il se passe aussi, il faut déjà. penser à cela. Ça se passe déjà. Ça se passe déjà. Et donc, Quand si tu ça, regardes les raison de vaccins, plus, si ça se passe déjà. quand tu regardes tous les vaccins qui sont distribués dans toute l'Afrique, Ouais. quand tu regardes toutes les différentes maladies qui se propagent dans toute l'Afrique, c'est déjà pour moi un... Un génocide qui ne dit pas son nom. Exactement. D'accord, donc Tu on est vois. déjà l'objet du génocide. Que tu le veuilles Donc ou la non, question démographique, finalement, elle est secondaire. Puisque elle est très secondaire. Le processus est déjà en Elle est marche. très secondaire. C'est pas le fait d'être Pessimiste. nombreux sur Terre qui fait que. Ok. Non, c'est les idées mal pensées, Ouais. les idées tordues. Ouais. Et Donc les dés sont les pliés, gens quoi. C'est avares. plié. C'est plié. Je dirais pas que c'est plié, Ouais. mais à un moment donné, de la même façon que la Terre va partir, Ouais. c'est de cette même façon que notre âme il va s'envoler. Ok, bon, ça c'est une vision. Si Solar, Un cas parmi eux. à part dans les restos du cœur. Après, faut pas oublier non plus que derrière ces petits rappeurs qui revendiquent pas mal de choses, il y a des grosses maisons de disques. Il y a donc à qui la faute, vraiment. On accuse le rappeur, mais le rappeur qui le met en avant. Il y a des grosses Donc industries. il y a quelque des chose gros... qui est instrumentalisé. Ben, quelque c'est part. tout le monde qui est responsable à un moment donné. On peut prendre un rappeur qu'on voit derrière le rappeur. C'est comme on dit, on voit que la partie visible de l'iceberg. Derrière, il y a des maisons de disques, il y a des radios, il y a beaucoup de gens qui jouent aussi ces artistes-là. En fait, voilà, le rap, il a changé aujourd'hui. Parce qu'avant, ce que tu écoutes aujourd'hui, jamais tu l'auras entendu avant. Même au niveau du temps, avant, c'était limite 3 couplets, 3 refrains. Aujourd'hui, c'est Un couplet un et demi 12, et 4 refrains. un refrain et un autre 12, et ça y est, tout le monde fait la fête, il danse. Même pour faire passer un message aujourd'hui, le dress code, c'est quoi? C'est faut mettre de la musique bougeante. Ça veut dire Ah, la pour faire, Zumba, quoi, la Zumba. non, pour faire passer ton message, tu es obligé de rentrer dans ces codes-là aussi. Et des paroles très violentes hein, aussi. Ils dansent, mais les Ouais. paroles sont violentes. parfois. Donc, à qui la faute? À qui la Pas faute? qu'aux rappeurs. Moi, Non, je évidemment. vais pas que sur les rappeurs, parce que pour moi, derrière les rappeurs, il y a toute une industrie qui valide, qui entend, qui appuie, qui valide. Donc, à qui la faute? Parce que la violence, ça fait vendre. hein. C'est comme le sexe. Quand on regarde des films, il y Mais a des quelque films part, qui tout cartonnent. fait vendre. J'ai l'impression que c'est ce qui est exposé qui fait vendre seulement. Donc comment on pourrait exposer autre chose? C'est à nous aussi de prendre conscience que si un jour on veut devenir puissant et qu'on doit s'organiser, on doit mettre quelque chose d'autre en avant que ce qui a été mis en avant jusqu'ici. Et ça ne viendra pas apparemment de ceux qui aujourd'hui tiennent l'industrie. Par rapport à la musique, par rapport au cinéma, par exemple même dans le cinéma aujourd'hui, quand on voit comment on est représenté, forcément ça a un impact chez les jeunes qui s'identifient à travers ce qu'ils voient et à travers les personnes qui leur ressemblent. Et manifestement, ça fait depuis longtemps qu'on est représenté de cette façon-là. Donc aujourd'hui, À qui la faute? je ne sais pas à qui la la faute, faute? mais en tout Après, cas, est-ce qu'on doit accepter tous les rôles aussi? Bah, non, à nous, on est non, d'accord. à nous la faute. Mais quand je parce que disais- les rôles, derrière les rôles, il y a des scénaristes. Ouais. Où sont nos scénaristes? Parce que J'en c'est- connais c'est- quelques-uns, hein, mais Voilà. il manque aussi d'argent. Bien sûr. Alors, C'est-à-dire que c'est à nous de réaliser la force du nombre. On devrait, déjà, il mérite d'être plus connu, parce qu'il y a vraiment, je vous assure, des gens super talentueux. Et c'est à nous tous, en masse, de mettre la main à la pâte vers ces personnes-là.